Le film est parti d'une série de dessins. Enfin, je travaille souvent comme ça, en fait, avec un assemblage de plein de choses, de notes qui viennent de mes rêves, de copies de tableaux. Il y avait une exposition de Bruegel à Lille. Et je rassemble, voilà, je sais pas, 100, 200 dessins pour un projet. Et là-dedans, j'essaie de trouver un fil conducteur, quoi. Je cherche des fois à préparer peut-être des idées de montage, d'enchaînement, de cause-conséquence. Et puis, une fois quelque chose, voilà, une histoire qui se tient à peu près, l'idée d'aller casser ça, donc de faire toute une rupture de la chaîne causale et de trouver un ciment à aussi tendre des lignes directrices à cette espèce de cosmos qui est le point de départ de ce qui arrive, enfin ce qui finit toujours par devenir un film. Parce que je trouve que j'ai pas une envie de faire du cinéma initial, mais le meilleur ciment que j'ai trouvé pour ériger un monde est le cinéma. Il n'y a plus qu'à placer une caméra dedans et faire ce qu'Alain Resnais appelle des documentaires de l'imaginaire. Donc on est comme dans un cartoon, je sais pas, un film de Bill Clinton, quoi. Plein de choses incroyables peuvent nous arriver. On va jouer à la pétanque astronomique, donc on va prendre des vraies boules de pétanque, on va les jeter en l'air dans un microcosmos, et le cochonnet, ça va être juste une lampe, et on va jouer à ça, on va jouer au lapin-carotte, on va se retrouver dans un endroit où quand on se blesse, les pansements volent et viennent se coller à notre doigt. Et tout ça devient possible parce que, alors ça pourrait être, c'est transcrit à la place par du dessin, ça pourrait être expliqué par plein de choses, mais il se trouve que mettre ça dans un film, c'est ce qui me convient le mieux. Et la question de l'espace-temps est aussi, c'est complètement intemporel, ce film. Comme j'ai un univers assez, on va dire, rugueux, bizarre, j'ai besoin de pas mal de temps de descente, en fait, pour amener le spectateur progressivement à ça. Je vois aussi le cinoche comme un moyen de, voilà, c'est une vraie vision nocturne, quoi. C'est-à-dire qu'on a notre Orphée qui ferme les yeux, elle a un premier sas, elle rentre dans le film, elle passe par un train, elle traverse une forêt et elle arrive enfin chez les morts. C'est une manière de tenir le spectateur par la main et de l'emmener au fur et à mesure dans ce monde étrange, quoi. Et puis aussi parce que je vois le cinéma comme un moyen d'aller retrouver quelque chose qui a la texture d'un rêve. C'est-à-dire que, et c'est l'objet du montage aussi, hein, la possibilité d'aller d'un temps à un autre, de changer de décor comme on veut. Et puis comme un rêve, c'est un moyen d'avoir une espèce de revanche, tendre revanche sur le monde, mais sur un mode poétique, quoi. Le premier mot qui m'est venu en regardant Les Rushs, c'est effectivement cette capacité extraordinaire de l'imagination pour créer des univers. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti en regardant le film. Et à la fois par le noir et blanc aussi, on rentre dans une intimité, mais il y a aussi une mise à distance. C'est un peu tout je trouve, la chose sur laquelle je me casse les dents, qui est la difficulté quand on a une mise en scène assez apparente, on va dire un peu virtuose, avec des choses un peu, très léchées plastiquement. À partir de quand ça va devenir un obstacle à l'émotion et à la proximité avec les spectateurs. De surcroît, quand l'héroïne, l'Orphée, il n'y a pas le film, c'est juste une voix off posée donc sur des images, il n'y a pas eu de son pris directement sur le plateau. Donc comment ça va à la fois permettre de coller les spectateurs, de le rapprocher de l'histoire de quelqu'un, parce qu'on lui raconte quelque chose, et en même temps, comme c'est une voix off, ça crée une distance. Donc c'est cette difficulté-là, et puis voilà, c'est un truc moi qui me plaît beaucoup, par exemple dans l'espèce de nouvelle vague coréenne des Park Chan-wook, des Kim Ki-duk, où il y a... On assume une grammaire hétérogène, très riche en termes de cinéma, mais comment ça va servir à une histoire. Et par exemple, le recours à l'animation d'objets, c'est juste parce que voilà, on a appelé des copains animateurs qui, image par image, déplacent donc des objets. On avait besoin de ça, par exemple, pour redonner vie à des objets. Parce qu'on est dans un film de fantômes, l'idée c'est quand même aller du côté des morts et leur redonner vie. Ils ont une fonction symbolique, je veux dire, dans le film, hein, c'est très... Et l'animation permet ça, quoi. Et puis ça vient aussi, en fait, d'une exposition que j'avais vue à la Maison de la Culture du Japon, en 2005, sur les yokai, les mononoke, qui sont ces espèces d'esprits frappeurs. Les Pokémon sont inspirés de ça, d'ailleurs. Et comment, en fait, des objets, donc des morts, des choses invisibles, se sont mis à l'intérieur d'objets. Donc ça prend la forme d'une lanterne, d'un souffle d'air, etc. Et voilà, j'aimais bien l'idée qu'un invisible puisse être montré par des choses très concrètes, une chaise. Et cet Orphée qui va chez les morts va trouver, son but c'est comment je vais trouver un moyen poétique de faire mon deuil, quoi.